La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 2 du livre audio, tome 1, 3. Comment il est difficile parfois de distinguer le rêve de la réalité. Bussy avait eu le temps, avant de tomber, de passer son mouchoir sous sa chemise et de boucler le ceinturon de son épée par-dessus, ce qui avait fait une espèce de bandage à la plaie vive et brûlante d'où le sang s'échappait comme un jet de flamme. Mais, lorsqu'il en arriva là, il avait déjà perdu assez de sang pour que cette perte amenât l'évanouissement auquel nous avons vu qu'il avait succombé. Cependant, soit que, dans ce cerveau surexcité par la colère et la souffrance, la vie persistât sous les apparences de l'évanouissement, soit que cet évanouissement cessa pour faire place à une fièvre qui fit place à un second évanouissement, voici ce que Bussy vit, ou crut voir, dans cette heure de rêve ou de réalité, pendant cet instant de crépuscule placé entre l'ombre de deux nuits. Il se trouvait dans une chambre avec des meubles de bois sculptés, avec une tapisserie à personnages et un plafond peint. Ces personnages, dans toutes les attitudes possibles, tenant des fleurs, portant des piques, semblaient sortir des murailles contre lesquelles ils s'agitaient pour monter au plafond par des chemins mystérieux. Entre les deux fenêtres, un portrait de femme était placé, éclatant de lumière. Seulement, il semblait à Bussy que le cadre de ce portrait n'était autre chose que le chambranle d'une porte. Bussy, immobile, fixé sur son lit comme par un pouvoir supérieur, privé de tous ses mouvements, ayant perdu toutes ses facultés, excepté celle de voir, regardait tous ces personnages d'un œil terne, admirant les fades sourires de ceux qui portaient des fleurs et les grotesques colères de ceux qui portaient des épées. Avait-il déjà vu ces personnages, ou les voyait-il pour la première fois ? C'est ce qu'il ne pouvait préciser, tant sa tête était alourdie. Tout à coup, la femme du portrait sembla se détacher du cadre, et une adorable créature, vêtue d'une longue robe de laine blanche, comme celle que portent les anges, avec des cheveux blonds tombant sur ses épaules, avec des yeux noirs comme du jais, avec de longs cils veloutés, avec une peau sous laquelle il semblait qu'on pût voir circuler le sang qui la teintait de rose, s'avança vers lui. Cette femme était si prodigieusement belle, ses bras étendus étaient si attrayants, que Bussy fit un violent effort pour aller se jeter à ses pieds. Mais il semblait retenu à son lit par des liens pareils à ceux qui retiennent le cadavre au tombeau, tandis que dédaigneuse de la terre, l'âme immatérielle monte au ciel. Cela le força de regarder le lit sur lequel il était couché, et il lui sembla que c'était un de ces lits magnifiques, sculptés sous François Ier, auxquels pendaient des courtines de damas blanc brochées d'or. À la vue de cette femme, les personnages de la muraille et du plafond cessèrent d'occuper Bussy. La femme du portrait était tout pour lui, et il cherchait à voir quel vide elle laissait dans le cadre. Mais un nuage que ses yeux ne pouvaient percer flottait devant ce cadre, et il lui en dérobait la vue. Alors il reporta ses yeux sur le personnage mystérieux, et, concentrant sur la merveilleuse apparition tous ses regards, il se mit à lui adresser un compliment en vers, comme il les faisait, c'est-à-dire couramment. Mais soudain la femme disparut. Un corps opaque s'interposait entre elle et Bussy. Ce corps marchait lourdement et allongeait les mains, comme fait le patient au jeu de Colin-Maillard. Bussy sentit la colère lui monter à la tête, et il entra dans une telle rage contre l'importun visiteur que, s'il eût eu la liberté de ses mouvements, il se fût certes jeté sur lui. Il est même juste de dire qu'il l'essaya, mais la chose lui fut impossible. Comme il s'efforçait vainement de se détacher du lit auquel il semblait enchaîné, le nouveau venu parla. « Eh bien, demanda-t-il, suis-je enfin arrivé ?»« Oui, maître, dit une voix si douce que toutes les fibres du cœur de Bussy en tressaillirent. Et vous pouvez maintenant ôter votre bandeau. » Bussy fit un effort pour voir si la femme à la douce voix était bien la même que celle du portrait, mais la tentative fut inutile. Il n'aperçut devant lui qu'une jeune et gracieuse figure d'homme qui venait, selon l'invitation qui lui en avait été faite, d'ôter son bandeau, et qui promenait tout autour de la chambre des regards effarés.
Au diable l'homme, pensa Bussy. Et il essaya de formuler sa pensée par la parole ou par le geste, mais l'un lui fut aussi impossible que l'autre. « Ah, je comprends maintenant, » dit le jeune homme en s'approchant du lit. « Vous êtes blessé, n'est-ce pas, mon cher monsieur ? Voyons, nous allons essayer de vous raccommoder. » Bussy voulut répondre, mais il comprit que cela était chose impossible. Ses yeux nageaient dans une vapeur glacée, et les extrêmes bourrelets de ses doigts le piquaient comme s'ils eussent été traversés par 100 000 épingles. « Est-ce que le coup est mortel ?» demanda avec un serrement de cœur et un accent de douloureux intérêt qui fit venir les larmes aux yeux de Bussy la voix douce qui avait déjà parlé, et que le blessé reconnut pour être celle de la dame du portrait. « Dame, je n'en sais rien encore, mais je vais vous le dire, » répliqua le jeune homme. « En attendant, il est évanoui. » Ce fut là tout ce que put comprendre Bussy. Il lui sembla entendre comme le froissement d'une robe qui s'éloignait. Puis il crut sentir quelque chose comme un fer rouge qui traversait son flanc, et ce qui restait d'éveillé en lui s'acheva de s'évanouir. Plus tard, il fut impossible à Bussy de fixer la durée de cet évanouissement. Seulement, lorsqu'il sortit de ce sommeil, un vent froid courait sur son visage. Des voix rauques et discordantes écorchaient son oreille. Il ouvrit les yeux pour voir si c'étaient les personnages de la tapisserie qui se querellaient avec ceux du plafond, et, dans l'espérance que le portrait serait toujours là, il tourna la tête de tous côtés. Mais de tapisserie, point. De plafond, pas davantage. Quant au portrait, il avait complètement disparu. Bussy n'avait à sa droite qu'un homme vêtu de gris avec un tablier blanc retroussé à la ceinture et taché de sang. À sa gauche, qu'un moine génové fin, qui lui soulevait la tête, et devant lui, qu'une vieille femme marmottant des prières. L'œil errant de Bussy s'attacha bientôt à une masse de pierres qui se dressait devant lui, et monta jusqu'à la plus grande hauteur de ces pierres pour la mesurer. Il reconnut alors le temple, ce donjon flanqué de murs et de tours. Au-dessus du temple, le ciel blanc et froid, légèrement doré par le soleil levant. Bussy était purement et simplement dans la rue, ou plutôt sur le rebord d'un fossé, et ce fossé était celui du temple. « Ah, merci, mes braves gens, dit-il, pour la peine que vous avez prise de m'apporter ici. J'avais besoin d'air, mais on aurait pu m'en donner en ouvrant les fenêtres, et j'eusse été mieux sur mon lit de damas blanc et or que sur cette terre nue. N'importe, il y a dans ma poche, à moins que vous ne vous soyez déjà payé vous-même, ce qui serait prudent, quelques 20 écus d'or. Prenez, mes amis, prenez. » « Mais, mon gentilhomme, dit le boucher, nous n'avons pas eu la peine de vous apporter, et vous étiez là, bien véritablement là. Nous vous y avons trouvé en passant au point du jour. »« Ah, diable, dit Bussy. Et le jeune médecin y était-il » Les assistants se regardèrent. « C'est un reste de délire, dit le moine en secouant la tête. Puis, revenant à Bussy, « Mon fils, lui dit-il, je crois que vous feriez bien de vous confesser. » Bussy regarda le moine d'un air effaré. « Il n'y avait pas de médecin, pauvre cher jeune homme, dit la vieille. Vous étiez là, seul, abandonné, froid comme un mort. Voyez, il y a un peu de neige, et votre place est dessinée en noir sur la neige. » Bussy jeta un regard sur son côté endolori, se rappela avoir reçu un coup d'épée, glissa la main sous son pourpoint et sentit son mouchoir à la même place, fixé sur la plaie par le ceinturon de son épée. « C'est singulier, dit-il. » Déjà, profitant de la permission qu'il leur avait donnée, les assistants se partageaient sa bourse avec force exclamations pitoyables à son endroit. « Là, dit-il, quand le partage fut achevé, c'est fort bien, mes amis. Maintenant, conduisez-moi à mon hôtel. »« Ah, certainement, certainement, pauvre cher jeune homme, dit la vieille. Le boucher est fort, et puis il a son cheval sur lequel vous pouvez monter. »« Est-ce vrai ?» dit Bussy. « C'est la vérité du bon Dieu, dit le boucher.
Et moi et mon cheval sommes à votre service, mon gentilhomme. »« C'est égal, mon fils, dit le moine. Tandis que le boucher va chercher son cheval, vous feriez bien de vous confesser. »« Comment vous appelez-vous » demanda Bussy. « Je m'appelle frère Gorenflot, répondit le moine. « Eh bien, frère Gorenflot, dit Bussy en s'accommodant sur son derrière, j'espère que le moment n'est pas encore venu. Aussi, mon père, au plus pressé. J'ai froid et je voudrais être à mon hôtel pour me réchauffer. »« Et comment s'appelle votre hôtel ?»« Hôtel de Bussy. »« Comment » s'écrièrent les assistants. « Hôtel de Bussy ?»« Oui, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?»« Vous êtes donc des gens de monsieur de Bussy ?»« Je suis monsieur de Bussy lui-même. »« Bussy !» s'écria la foule. « Le seigneur de Bussy, le brave Bussy, le fléau des mignons. Vive Bussy !» Et le jeune homme, enlevé sur les épaules de ses auditeurs, fut reporté en triomphe en son hôtel, tandis que le moine s'en allait, comptant sa part des 20 écus d'or, secouant la tête et murmurant « Si c'est ce sacripant de Bussy, cela ne m'étonne plus qu'il n'ait pas voulu se confesser. » Une fois rentré dans son hôtel, Bussy fit appeler son chirurgien ordinaire, lequel trouva la blessure sans conséquence. « Dites-moi, lui dit Bussy, cette blessure n'a-t-elle pas été pansée ?»« Ma foi, dit le docteur, je ne l'affirmerai pas, quoique, après tout, elle paraisse bien fraîche. »« Et, demanda Bussy, est-elle assez grave pour m'avoir donné le délire ?»« Certainement. »« Diable, fit Bussy. Cependant, cette tapisserie avec ses personnages portant des fleurs et des piques, ce plafond à fresques, ce lit sculpté et tendu de damas blanc et or, ce portrait entre les deux fenêtres, cette adorable femme blonde aux yeux noirs, ce médecin qui jouait à Colin Maillard et à qui j'ai failli crier « casse-cou », ce serait donc du délire. Et il n'y aurait de vrai que mon combat avec les mignons. Où me suis-je donc battu, déjà ? Ah oui, c'est cela. C'était près de la Bastille, vers la rue Saint-Paul. Je me suis adossé à un mur. Ce mur, c'était une porte. Et cette porte a cédé, heureusement. Je l'ai refermée à grand-peine. Je me suis trouvé dans une allée. Là, je ne me rappelle plus rien jusqu'au moment où je me suis évanoui. Ou bien ai-je rêvé, maintenant ? Voici la question. Ah, et mon cheval, à propos ? On doit avoir retrouvé mon cheval mort sur la place. Docteur, appelez, je vous prie, quelqu'un. Le docteur appela un valet. Bussy s'informa et il apprit que l'animal, saignant, mutilé, s'était traîné jusqu'à la porte de l'hôtel et qu'on l'avait trouvé là, hennissant, à la pointe du jour. Aussitôt, l'alarme s'étant répandue dans l'hôtel, tous les gens de Bussy qui adoraient leur maître s'étaient mis à sa recherche, et la plupart d'entre eux n'étaient pas encore rentrés. « Il n'y a donc que le portrait, dit Bussy, qui demeure pour moi à l'état de rêve. » Et c'en était un, en effet. Quelle probabilité y a-t-il qu'un portrait se détache de son cadre pour venir converser avec un médecin qui a les yeux bandés ? C'est moi qui suis un fou. Et cependant, quand je me le rappelle, ce portrait était bien charmant. Il avait... Bussy se mit à détailler le portrait, et, à mesure qu'il en repassait tous les détails dans sa mémoire, un frisson voluptueux, ce frisson de l'amour qui réchauffe et chatouille le cœur, passait comme un velours sur sa poitrine brûlante. « Et j'aurais rêvé tout cela !» s'écria Bussy, tandis que le docteur posait l'appareil sur sa blessure. « Mordieu, c'est impossible. On ne fait pas de pareils rêves. Récapitulons. » Et Bussy se mit à répéter pour la 100e fois. « J'étais au bal. Saint-Luc m'a prévenu qu'on devait m'attendre du côté de la Bastille. J'étais avec Entraguet, Ribérac et Livarot. Je les ai renvoyés. J'ai pris ma route par le quai, le Grand Châtelet, etc., etc. À l'hôtel des Tournelles, j'ai commencé d'apercevoir les gens qui m'attendaient. Ils se sont rués sur moi, m'ont estropié mon cheval. Nous nous sommes rudement battus. Je suis entré dans une allée, je me suis trouvé mal, et puis... Ah, voilà! C'est cet « et puis » qui me tue.
Il y a une fièvre, un délire, un rêve. Après cette... Et puis, ajouta-t-il avec un soupir, je me suis retrouvé sur le talus des fossés du temple, où un moine génovéfin a voulu me confesser. C'est égal. J'en aurai le cœur net, reprit Bussy après un silence d'un instant, qu'il employa encore à se rappeler ses souvenirs. Docteur, me faudra-t-il donc garder encore la chambre 15 jours pour cette égratignure, comme j'ai fait pour la dernière ? C'est selon. Voyons, est-ce que vous ne pouvez pas marcher ? Demanda le chirurgien. Moi, au contraire, dit Bussy, il me semble que j'ai du vif-argent dans les jambes. Faites quelques pas. Bussy sauta à bas de son lit et donna la preuve de ce qu'il avait avancé en faisant assez allègrement le tour de sa chambre. Cela ira, dit le médecin, pourvu que vous ne montiez pas à cheval et que vous ne fassiez pas 10 lieues pour le premier jour. À la bonne heure, s'écria Bussy. Voilà un médecin. Cependant, j'en ai vu un autre cette nuit. Ah oui, bien vu. J'ai sa figure gravée là, et si je le rencontre jamais, je le reconnaîtrai, j'en réponds. Mon cher seigneur, dit le médecin, je ne vous conseille pas de le chercher. On a toujours un peu de fièvre après les coups d'épée. Vous devriez cependant savoir cela, vous qui êtes à votre 12e. Oh, mon Dieu, s'écria tout à coup Bussy, frappé d'une idée nouvelle, car il ne songeait qu'au mystère de sa nuit. Est-ce que mon rêve aurait commencé au-delà de la porte, au lieu de commencer en deçà ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus d'allées et d'escaliers qu'il n'y avait de lits de damas blanc et or et de portraits ? Est-ce que ces brigands-là, me croyant tué, m'auraient porté tout bellement jusqu'au fossé du temple afin de dépister quelques spectateurs de la scène ? Alors, c'est pour le coup que j'aurais bien certainement rêvé le reste. Dieu saint ! Si c'est vrai, s'ils m'ont procuré le rêve qui m'agite, qui me dévore, qui me tue, je fais serment de les éventrer tous jusqu'au dernier. Mon cher seigneur, dit le médecin, si vous voulez vous guérir promptement, il ne faut pas vous agiter ainsi. Excepté cependant ce bon Saint-Luc, continua Bussy sans écouter ce que lui disait le docteur. Celui-là, c'est autre chose. Il s'est conduit en ami pour moi. Aussi, je veux qu'il ait ma première visite. Seulement pas avant ce soir à 5 heures, dit le médecin. Soit, dit Bussy. Mais je vous assure, ce n'est pas de sortir et de voir du monde qui peut me rendre malade, mais de me tenir en repos et de demeurer seul. Au fait, c'est possible, dit le docteur. Vous êtes en toute chose un singulier malade. Agissez à votre guise, monseigneur. Je ne vous recommande plus qu'une chose, c'est de ne pas vous faire donner un autre coup d'épée avant que celui-là soit guéri. Bussy promit au médecin de faire ce qu'il pourrait pour cela, et, s'étant fait habiller, il appela sa litière et se fit porter à l'hôtel Montmorency. 4. Comment mademoiselle de Brissac, autrement dit madame de Saint-Luc, avait passé sa nuit de noces. C'était un beau cavalier et un parfait gentilhomme que Louis de Clermont, plus connu sous le nom de Bussy d'Amboise, que Brantôme, son cousin, a mis au rang des grands capitaines du XVIe siècle. Nul homme depuis longtemps n'avait fait de plus glorieuses conquêtes. Les rois et les princes avaient brigué son amitié. Les reines et les princesses lui avaient envoyé leurs plus doux sourires. Bussy avait succédé à la Mole dans les affections de Marguerite de Navarre, et la bonne reine, au cœur tendre, qui, après la mort du favori dont nous avons écrit l'histoire, avait sans doute besoin de consolation, avait fait, pour le beau et brave Bussy d'Amboise, tant de folie que Henri, son mari, s'en était ému, lui qui ne s'émouvait guère de ces sortes de choses, et que le duc François ne lui eût jamais pardonné l'amour de sa sœur, si cet amour n'eût acquis Bussy à ses intérêts. Cette fois encore, le duc sacrifiait son amour à cette ambition sourde et irrésolue qui, durant tout le cours de son existence, devait lui valoir tant de douleurs et rapporter si peu de fruits. Mais, au milieu de tous les succès de guerre, d'ambition et de galanterie, Bussy était demeuré ce que peut être une âme inaccessible à toute faiblesse humaine. Et celui-là, qui n'avait jamais connu la peur, n'avait jamais non plus, jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés du moins,
connut l'amour. Ce cœur d'empereur, qui battait dans sa poitrine de gentilhomme, comme il disait lui-même, était vierge et pur, pareil au diamant que la main du lapidaire n'a pas encore touché et qui sort de la mine où il a mûri sous le regard du soleil. Aussi, n'y avait-il point dans ce cœur place pour les détails de pensée qui eussent fait de Bussy un empereur véritable. Il se croyait digne d'une couronne et valait mieux que la couronne qui lui servait de point de comparaison. Henri III lui avait fait offrir son amitié, et Bussy l'avait refusée, disant que les amis des rois sont leurs valets, et quelquefois pis encore, que par conséquent semblable condition ne lui convenait pas. Henri III avait dévoré en silence cet affront, aggravé par le choix qu'avait fait Bussy du duc François pour son maître. Il est vrai que le duc François était le maître de Bussy comme le bestiaire est le maître du lion. Il le sert et le nourrit, de peur que le lion ne le mange. Tel était ce Bussy que François poussait à soutenir ses querelles particulières. Bussy le voyait bien, mais le rôle lui convenait. Il s'était fait une théorie à la manière de la devise des Rohan, qui disait « Roi ne puis, prince ne daigne. Rohan, je suis. » Bussy se disait « Je ne puis être roi de France, mais monsieur le duc d'Anjou peut et veut l'être. Je serai roi de monsieur le duc d'Anjou. » Et, de fait, il l'était. Quand les gens de Saint-Luc virent entrer au logis ce Bussy redoutable, ils coururent prévenir monsieur de Brissac. « Monsieur de Saint-Luc est-il au logis ?» demanda Bussy, passant la tête au rideau de la portière. « Non, monsieur, » fit le concierge. « Où le trouverai-je ?»« Je ne sais, monsieur, » répondit le digne serviteur. « On est même fort inquiet à l'hôtel. Monsieur de Saint-Luc n'est pas rentré depuis hier. »« Bah, » fit Bussy, tout émerveillé. « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais madame de Saint-Luc... Oh, madame de Saint-Luc, c'est autre chose. »« Elle est à l'hôtel ? » ?»« Oui. Prévenez donc madame de Saint-Luc que je serais charmé si j'obtenais d'elle la permission de lui présenter mes respects. » 5 minutes après, le messager revint dire que madame de Saint-Luc recevrait avec grand plaisir monsieur de Bussy. Bussy descendit de ses coussins de velours et monta le grand escalier. Jeanne de Cossé était venue au-devant du jeune homme jusqu'au milieu de la salle d'honneur. Elle était fort pâle, et ses cheveux noirs comme l'aile du corbeau donnaient à cette pâleur le ton de l'ivoire jauni. Ses yeux étaient rouges d'une douloureuse insomnie, et l'on eût suivi sur sa joue le sillon argenté d'une larme récente. Bussy, que cette pâleur avait d'abord fait sourire et qui préparait un compliment de circonstance à ses yeux battus, s'arrêta dans son improvisation à ces symptômes de véritable douleur. « Soyez le bienvenu, monsieur de Bussy, » dit la jeune femme, « malgré toute la crainte que votre présence me fait éprouver. »« Que voulez-vous dire, madame ?» demanda Bussy. « Et comment ma personne peut-elle vous annoncer un malheur ?»« Ah, il y a eu rencontre cette nuit entre vous et monsieur de Saint-Luc. Cette nuit, n'est-ce pas? Avouez-le. »« Entre moi et monsieur de Saint-Luc ?» répéta Bussy étonné. « Oui, il m'a éloigné pour vous parler. Vous êtes au duc d'Anjou, il est au roi. Vous avez eu querelle. Ne me cachez rien, monsieur de Bussy, je vous en supplie. Vous devez comprendre mon inquiétude. Il est parti avec le roi, c'est vrai. Mais on se retrouve, on se rejoint. Confessez-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à monsieur de Saint-Luc ? » ?»« Madame, » dit Bussy, « voilà en vérité qui est merveilleux. Je m'attendais à ce que vous me demandassiez des nouvelles de ma blessure, et c'est moi que l'on interroge. »« Monsieur de Saint-Luc vous a blessé ? Il s'est battu ?» s'écria Jeanne. « Ah, vous voyez bien !»« Mais non, madame, il ne s'est pas battu le moins du monde, avec moi du moins, ce cher Saint-Luc, et, Dieu merci, ce n'est point de sa main que je suis blessé. Il y a même plus, c'est qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour que je ne le fusse pas. Mais d'ailleurs, lui-même a dû vous dire que nous étions maintenant comme Damon et Pythias. »« Lui ? Comment me l'aurait-il dit, puisque je ne l'ai pas revu ? » ?»« Vous ne l'avez pas revu ? Ce que me disait votre concierge était donc vrai ? » ?»« Que vous disait-il ?
Que monsieur de Saint-Luc n'était pas rentré depuis hier 11 heures. Depuis hier 11 heures, vous n'avez pas revu votre mari ? Hélas, non. Mais où peut-il être ? Je vous le demande. Oh, pardieu ! Contez-moi donc cela, madame, dit Bussy, qui se doutait de ce qui était arrivé. C'est fort drôle. La pauvre femme regarda Bussy avec le plus grand étonnement. Non, c'est fort triste, voulais-je dire, reprit Bussy. J'ai perdu beaucoup de sang, de sorte que je ne jouis pas de toutes mes facultés. Dites-moi cette lamentable histoire, madame. Dites. Et Jeanne raconta tout ce qu'elle savait, c'est-à-dire l'ordre donné par Henri III à Saint-Luc de l'accompagner, la fermeture des portes du Louvre et la réponse des gardes, à laquelle, en effet, aucun retour n'avait succédé. « Ah, fort bien, dit Bussy. Je comprends. »« Comment, vous comprenez ?» demanda Jeanne. « Oui, Sa Majesté a emmené Saint-Luc au Louvre. Et une fois entré, Saint-Luc n'a pas pu en sortir. »« Et pourquoi Saint-Luc n'a-t-il pas pu en sortir ?»« Ah, dame, dit Bussy, embarrassé, vous me demandez de dévoiler les secrets d'État. Mais enfin, dit la jeune femme, j'y suis allée, au Louvre, mon père aussi. Eh bien, les gardes nous ont répondu qu'ils ne savaient ce que nous voulions dire et que monsieur de Saint-Luc devait être rentré au logis. Raison de plus pour que monsieur de Saint-Luc soit au Louvre, dit Bussy. Vous croyez ? J'en suis sûr. Et si vous voulez vous en assurer de votre côté... Comment ? Par vous-même. Le puis-je donc ? Certainement. Mais j'aurais beau me présenter au palais, on me renverra, comme on a déjà fait, avec les mêmes paroles qu'on m'a déjà dites. Car, s'il y était, qui empêcherait que je ne le visse ? Voulez-vous entrer au Louvre, vous dis-je ? Pourquoi faire ? Pour voir Saint-Luc. Mais enfin, s'il n'y est pas... Oh, mordieu, je vous dis qu'il y est, moi. C'est étrange. Non, c'est royal. Mais vous pouvez donc y entrer, au Louvre, vous ? Certainement. Moi, je ne suis pas la femme de Saint-Luc. Vous me confondez. Venez toujours. Comment l'entendez-vous ? Vous prétendez que la femme de Saint-Luc ne peut entrer au Louvre et vous voulez m'y mener avec vous ? Pas du tout, madame. Ce n'est pas la femme de Saint-Luc que je veux mener là. Une femme, fi donc. Alors, vous me raillez. Et, voyant ma tristesse, c'est bien cruel à vous. Eh non, chère dame, écoutez, vous avez 20 ans, vous êtes grande, vous avez l'œil noir, vous avez la taille cambrée, vous ressemblez à mon plus jeune page. Comprenez-vous, ce joli garçon à qui le drap d'or allait si bien hier soir. Ah, quelle folie, monsieur de Bussy, s'écria Jeanne en rougissant. Écoutez, je n'ai pas d'autre moyen que celui que je vous propose. C'est à prendre ou à laisser. Voulez-vous voir votre Saint-Luc ? Dites. Oh, je donnerais tout au monde pour cela. Eh bien, je vous promets de vous le faire voir sans que vous ayez rien à donner, moi. Oui, mais... Oh, je vous ai dit de quelle façon. Eh bien, monsieur de Bussy, je ferai ce que vous voudrez. Seulement, prévenez ce jeune garçon que j'ai besoin d'un de ses habits et je lui enverrai une de mes femmes. Non pas. Je vais faire prendre chez moi un des habits tout neufs que je destine à ces drôles pour le premier bal de la reine-mère. Celui que je croirai le plus assorti à votre taille, je vous l'enverrai. Puis vous me rejoindrez à un endroit convenu. Ce soir, rue Saint-Honoré, près de la rue des Prouvelles, par exemple, et de là... De là ? Eh bien, de là, nous irons au Louvre ensemble. Jeanne se mit à rire et tendit la main à Bussy. « Pardonnez-moi mes soupçons, dit-elle. De grand cœur, vous me fournirez une aventure qui va faire rire toute l'Europe. C'est encore moi qui suis votre obligé. » Et, prenant congé de la jeune femme, il retourna chez lui faire les préparatifs de la mascarade. Le soir, à l'heure dite, Bussy et madame de Saint-Luc se rencontrèrent à la hauteur de la barrière des sergents. Si la jeune femme n'eût pas porté le costume de son page, Bussy ne l'eût pas reconnue. Elle était adorable sous son déguisement. Tous deux, après avoir échangé quelques paroles, s'acheminèrent vers le Louvre. À l'extrémité de la rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, ils rencontrèrent grande compagnie. Cette compagnie tenait toute la rue et leur barrait le passage. Jeanne eut peur.
Bussy reconnut, aux flambeaux et aux arquebuses, le duc d'Anjou, reconnaissable, d'ailleurs, à son cheval pie et au manteau de velours blanc qu'il avait l'habitude de porter. « Ah !» dit Bussy en se retournant vers Jeanne. « Vous étiez embarrassé, mon beau page, de savoir comment vous pourriez pénétrer dans le Louvre. Eh bien, soyez tranquille maintenant. Vous allez y faire une triomphale entrée. »« Hé, monseigneur !» cria de tous ses poumons Bussy au duc d'Anjou. L'appel traversa l'espace et, malgré le piétinement des chevaux et le chuchotement des voix, parvint jusqu'au prince. Le prince se retourna. « Toi, Bussy !» s'écria-t-il, tout enchanté. « Je te croyais blessé à mort, et j'allais à ton logis de la Corne du Cerf, rue de Grenelle. »« Ma foi, monseigneur, » dit Bussy, sans même remercier le prince de cette marque d'attention, « si je ne suis pas mort, ce n'est la faute de personne, excepté la mienne. En vérité, monseigneur, vous me fourrez dans de beaux guet-apens, et vous m'abandonnez dans de joyeuses positions. Hier, à ce bal de Saint-Luc, c'était un véritable coupe-gorge universel. Il n'y avait que moi d'Angevin, et ils ont, sur mon honneur, failli me tirer tout le sang que j'ai dans le corps. »« Par la mort, Bussy, ils le payeront cher, ton sang, et je leur en ferai compter les gouttes. »« Oui, vous dites cela, » reprit Bussy avec sa liberté ordinaire, « et vous allez sourire au premier que vous rencontrerez. Si, en souriant du moins, vous montriez les dents, mais vous avez les lèvres trop serrées pour cela. »« Eh bien, » reprit le prince, « accompagne-moi au Louvre, et tu verras. »« Que verrai-je, monseigneur ? » ?»« Tu verras comme je vais parler à mon frère. »« Écoutez, monseigneur, je ne vais pas au Louvre s'il s'agit de recevoir quelques rebuffades. C'est bon pour les princes du sang et pour les mignons, cela. Sois tranquille, j'ai pris la chose à cœur. Me promettez-vous que la réparation sera belle ? Je te promets que tu seras content. Tu hésites encore, je crois. Monseigneur, je vous connais si bien. Viens, te dis-je, on en parlera. Voilà votre affaire toute trouvée, glissa Bussy à l'oreille de la comtesse. Il va y avoir entre ces bons frères, qui s'exècrent, une esclandre effroyable, et vous, pendant ce temps, vous retrouverez votre Saint-Luc. « Eh bien, demanda le duc, te décides-tu ? Et faut-il que je t'engage ma parole de prince ? » ?»« Oh non, dit Bussy, cela me porterait malheur. Allons, vaille que vaille, je vous suis, et si l'on m'insulte, je saurai bien me venger. » Et Bussy alla prendre son rang près du prince, tandis que le nouveau page, suivant son maître au plus près, marchait immédiatement derrière lui. « Te venger ? Non, non, dit le prince, répondant à la menace de Bussy. Ce soin ne te regarde pas, mon brave gentilhomme. C'est moi qui me charge de la vengeance. Écoute, ajouta-t-il à voix basse, je connais les assassins. Bah, fit Bussy, votre Altesse a pris tant de soin que de s'en informer. Je les ai vus. Comment cela ? Dit Bussy étonné. Où j'avais affaire moi-même à la porte Saint-Antoine. Ils m'ont rencontré et ont failli me tuer à ta place. Ah, je ne me doutais pas que ce fût toi qu'ils attendissent, les brigands. Sans cela... Eh bien, sans cela. Est-ce que tu avais ce nouveau page avec toi ? Demanda le prince en laissant la menace en suspens. Non, monseigneur, dit Bussy, j'étais seul. Et vous, monseigneur ? Moi, j'étais avec Aurilly. Et pourquoi étais-tu seul ? Parce que je veux conserver le nom de brave Bussy qu'ils m'ont donné. Et ils t'ont blessé ? Demanda le prince avec sa rapidité à répondre par une feinte au coup qu'on lui portait. Écoutez, dit Bussy, je ne veux pas leur en faire la joie, mais j'ai un joli coup d'épée tout au travers du flanc. Ah, les scélérats ! S'écria le prince. Aurilly me le disait bien, qu'ils avaient de mauvaises idées. Comment ? Dit Bussy. Vous avez vu l'embûche ? Comment ? Vous étiez avec Aurilly, qui joue presque aussi bien de l'épée que du luth ? Comment ? Il a dit à votre Altesse que ces gens-là avaient de mauvaises pensées ? Vous étiez 2, et ils n'étaient que 5, et vous n'avez pas guetté pour prêter main forte ? Dame, que veux-tu ? J'ignorais contre qui cette embûche était dressée. Mort diable ! Comme disait le roi Charles IX en reconnaissant les amis du roi Henri III.
Vous avez cependant bien dû songer qu'ils en voulaient à quelque ami à vous. Or, comme il n'y a guère que moi qui ai le courage d'être votre ami, il n'était pas difficile de deviner que c'était à moi qu'ils en voulaient. Oui, peut-être as-tu raison, mon cher Bussy, dit François. Mais je n'ai pas songé à tout cela. Enfin, soupira Bussy, comme s'il n'eût trouvé que ce mot pour exprimer tout ce qu'il pensait de son maître. On arriva au Louvre. Le duc d'Anjou fut reçu au guichet par le capitaine et les concierges. Il y avait consigne sévère, mais, comme on le pense bien, cette consigne n'était pas pour le premier du royaume après le roi. Le prince s'engouffra donc sous l'arcade du pont-levis avec toute sa suite. « Monseigneur, dit Bussy, en se voyant dans la cour d'honneur, allez faire votre algarade, et rappelez-vous que vous me l'avez promise solennelle. Moi, je vais dire 2 mots à quelqu'un. »« Tu me quittes, Bussy ?» dit avec inquiétude le prince, qui avait un peu compté sur la présence de son gentilhomme. « Il le faut. Mais que cela n'empêche. Soyez tranquille, au fort du tapage, je reviendrai. Criez, monseigneur, criez, mordieu, pour que je vous entende. Ou, si je ne vous entends pas crier, vous comprenez, je n'arriverai pas. » Puis, profitant de l'entrée du duc dans la grande salle, il se glissa, suivi de Jeanne, dans les appartements. Bussy connaissait le Louvre comme son propre hôtel. Il prit un escalier dérobé, 2 ou 3 corridors solitaires, et arriva à une espèce d'antichambre. « Attendez-moi ici, dit-il à Jeanne. « Oh, mon Dieu, vous me laissez seule, dit la jeune femme effrayée. « Il le faut, répondit Bussy. Je dois vous éclairer le chemin et vous ménager les entrées. » 5. Comment mademoiselle de Brissac, autrement dit madame de Saint-Luc, s'arrangea pour passer la seconde nuit de ses noces autrement qu'elle n'avait passé la première. Bussy alla droit au cabinet des armes qu'affectionnait tant le roi Charles IX et qui, par une nouvelle distribution, était devenu la chambre à coucher du roi Henri III, lequel l'avait accommodé à son usage. Charles IX, roi chasseur, roi forgeron, roi poète, avait dans cette chambre des corps, des arquebuses, des manuscrits, des livres et des étaux. Henri III y avait 2 lits de velours et de satin, des dessins d'une grande licence, des reliques, des scapulaires bénis par le pape, des sachets parfumés venant d'Orient et une collection des plus belles épées d'escrime qui se pussent voir. Bussy savait bien que Henri ne serait pas dans cette chambre puisque son frère lui demandait audience dans la galerie, mais il savait aussi que près de la chambre du roi était l'appartement de la nourrice de Charles IX, devenu celui du favori de Henri III. Or, comme Henri III était un prince très changeant dans ses amitiés, cet appartement avait été successivement occupé par Saint-Mégrin, Maugiron, Dau, d'Épernon, Caylus et Schomberg. Et en ce moment, il devait l'être, selon la pensée de Bussy, par Saint-Luc, pour qui le roi, ainsi qu'on l'a vu, éprouva une si grande recrudescence de tendresse qu'il avait enlevé le jeune homme à sa femme. C'est qu'à Henri III, organisation étrange, prince futile, prince profond, prince craintif, prince brave, c'est qu'à Henri III, toujours ennuyé, toujours inquiet, toujours rêveur, il fallait une éternelle distraction. Le jour, le bruit, les jeux, l'exercice, les momeries, les mascarades, les intrigues. La nuit, la lumière, les caquetages, la prière ou la débauche. Aussi Henri III est-il à peu près le seul personnage de ce caractère que nous retrouvions dans notre monde moderne. Henri III, l'hermaphrodite antique, était destiné à voir le jour dans quelque ville d'Orient, au milieu d'un monde de muets, d'esclaves, d'eunuques, d'icoglands, de philosophes et de sophistes, et son règne devait marquer une ère particulière de molle débauche et de folies inconnues, entre Néron et Héliogabale. Or, Bussy, se doutant donc que Saint-Luc habitait l'appartement de la nourrice, alla frapper à l'antichambre commune aux 2 appartements. Le capitaine des gardes vint ouvrir. « Monsieur de Bussy » s'écria l'officier étonné. « Oui, moi-même, mon cher monsieur de Nançay, » dit Bussy.
Le roi désire parler à monsieur de Saint-Luc. Fort bien, répondit le capitaine. Qu'on prévienne monsieur de Saint-Luc que le roi veut lui parler. À travers la porte restée entr'ouverte, Bussy décocha un regard au page. Puis, se retournant vers monsieur de Nancey, « Mais que fait-il donc, ce pauvre Saint-Luc » demanda Bussy. « Il joue avec Chicot, monsieur, en attendant le roi qui vient de se rendre à la demande d'audience que lui a faite monsieur le duc d'Anjou. »« Voulez-vous permettre que mon page m'attende ici » demanda Bussy au capitaine des gardes. « Bien volontiers, » répondit le capitaine. « Entrez, Jean, » dit Bussy à la jeune femme, et de la main, il lui montra l'embrasure d'une fenêtre dans laquelle elle alla se réfugier. Elle y était blottie à peine que Saint-Luc entra. Par discrétion, M. de Nancey se retira hors de la portée de la voix. « Que me veut donc encore le roi ?» dit Saint-Luc, la voix aigre et la mine renfrognée. « Ah, c'est vous, monsieur de Bussy. »« Moi-même, cher Saint-Luc. Et avant tout, il baissa la voix. Avant tout, merci du service que vous m'avez rendu. »« Ah, dit Saint-Luc, c'était tout naturel, et il me répugnait de voir assassiner un brave gentilhomme comme vous. Je vous croyais tué. »« Il s'en est fallu de peu. Mais peu, dans ce cas-là, c'est énorme. »« Comment cela ? Oui, j'en ai été quitte pour un joli coup d'épée que j'ai rendu avec usure, je crois, à Schonberg et à D'épernon. Quant à Caylus, il doit remercier les os de son crâne. C'est un des plus durs que j'ai encore rencontrés. »« Ah, racontez-moi donc votre aventure, elle me distraira, » dit Saint-Luc en bâillant à se démonter la mâchoire. « Je n'ai pas le temps dans ce moment-ci, mon cher Saint-Luc. D'ailleurs, je suis venu pour toute autre chose. Vous vous ennuyez fort, à ce qu'il paraît. Royalement, c'est tout dire. Eh bien, je viens pour vous distraire. Que diable, un service en vaut un autre. Vous avez raison, celui que vous me rendez n'est pas moins grand que celui que je vous ai rendu. On meurt d'ennui aussi bien que d'un coup d'épée. C'est plus long, mais c'est plus sûr. »« Pauvre comte, » dit Bussy, « vous êtes donc prisonnier, comme je m'en doutais. »« Tout ce qu'il y a de plus prisonnier. Le roi prétend qu'il n'y a que mon humeur qui le distraye. Le roi est bien bon, car, depuis hier, je lui ai fait plus de grimaces que son singe, et lui ai dit plus de brutalité que son bouffon. Eh bien, voyons, ne puis-je pas, à mon tour, comme je vous l'offrais, vous rendre un service ? » ?»« Certainement, » dit Saint-Luc. « Vous pouvez aller chez moi, ou plutôt chez le maréchal de Brissac, pour rassurer ma pauvre petite femme, qui doit être fort inquiète et qui trouve certainement ma conduite des plus étranges. » »« Que lui dirai-je ? » ?»« Eh, pardieu, dites-lui ce que vous avez vu, c'est-à-dire que je suis prisonnier, consigné au guichet, que depuis hier le roi me parle de l'amitié comme Cicéron qui a écrit là-dessus, et de la vertu comme Socrate qui l'a pratiquée. »« Et que lui répondez-vous ? » demanda Bussy en riant. « Morbleu, je lui réponds qu'à propos d'amitié, je suis un ingrat, et à propos de vertu, que je suis un pervers, ce qui n'empêche pas qu'il s'obstine et qu'il me répète en soupirant « Ah, Saint-Luc, l'amitié n'est donc qu'une chimère. Ah, Saint-Luc, la vertu n'est donc qu'un nom. » Seulement, après l'avoir dit en français, il le redit en latin et le répète en grec. À cette saillie, le page, auquel Saint-Luc n'avait pas encore fait la moindre attention, poussa un éclat de rire. « Que voulez-vous, cher ami ? Il croit vous toucher. Bis repetita placent. À plus forte raison, terre. Mais est-ce là tout ce que je puis faire pour vous ? Oh, mon Dieu, oui, du moins, j'en ai bien peur. Alors, c'est fait. Comment cela ? Je me suis douté de tout ce qui est arrivé, et j'ai d'avance tout dit à votre femme. Et qu'a-t-elle répondu ? Elle n'a pas voulu croire d'abord. Mais, ajouta Bussy en jetant un coup d'œil du côté de l'embrasure de la fenêtre, j'espère qu'elle se sera enfin rendue à l'évidence. Demandez-moi donc autre chose, quelque chose de difficile, d'impossible même. Il y aura plaisir à entreprendre cela. Alors, mon cher Bussy, empruntez pour quelques instants l'hippogriffe au gentil chevalier Astolphe et amenez-le contre une de mes fenêtres. Je monterai en croupe derrière vous et vous me conduirez près de ma femme. Libre à vous
de continuer après, si bon vous semble, votre voyage vers la Lune. » »« Mon cher, dit Bussy, il y a une chose plus simple, c'est de mener l'hippogriffe à votre femme, et que votre femme vienne vous trouver. »« Ici ? » ?»« Oui, ici. »« Au Louvre ? » ?»« Au Louvre même. »« Est-ce que ce ne serait pas plus drôle encore, dites ? Oh, mordieu, je crois bien. »« Vous ne vous ennuierez plus ? » ?»« Non, ma foi. »« Car vous vous ennuyez, m'avez-vous dit. »« Demandez à Chicot. Depuis ce matin, je l'ai pris en horreur, et lui ai proposé 3 coups d'épée. Ce coquin s'est fâché que c'était à crever de rire. Eh bien, je n'ai pas sourcillé, moi. Mais je crois que si cela dure, je le tuerai tout de bon pour me distraire. Ou que je m'en ferai tuer. »« Peste, ne vous y jouez pas. Vous savez que Chicot est un rude tireur. Vous vous ennuyeriez bien plus encore dans une bière que vous ne vous ennuyez dans votre prison, allez. Ma foi, je n'en sais rien. »« Voyons, dit Bussy, riant, voulez-vous que je vous donne mon page ? » ?»« À moi ? » ?»« Oui, un garçon merveilleux. »« Merci, dit Saint-Luc. Je déteste les pages. Le roi m'a offert de faire venir celui des miens, qui m'agréait le plus, et j'ai refusé. Offrez-le au roi qui monte sa maison. Moi, je ferai en sortant d'ici ce qu'on fit à Chenonceau lors du festin vert. Je ne me ferai plus servir que par des femmes, et encore, je ferai moi-même le programme du costume. »« Bah, dit Bussy, insistant, essayez toujours. »« Bussy, dit Saint-Luc, dépité, ce n'est pas bien à vous de me railler ainsi. »« Laissez-moi faire. »« Mais non. »« Quand je vous dis que je sais ce qu'il vous faut. »« Mais non, 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 100 fois non. »« Oh là, page, venez ici. »« Mordieu !» s'écria Saint-Luc. Le page quitta sa fenêtre et vint tout rougissant. « Oh oh !» murmura Saint-Luc, stupéfait de reconnaître Jeanne sous la livrée de Bussy. « Eh bien, demanda Bussy, faut-il le renvoyer ? » ?»« Non, vrai Dieu, non !» s'écria Saint-Luc. « Ah, Bussy, Bussy, c'est moi qui vous dois une amitié éternelle. »« Vous savez qu'on ne vous entend pas, Saint-Luc, mais qu'on vous regarde. »« C'est vrai, dit celui-ci. » Et après avoir fait 2 pas vers sa femme, il en fit 3 en arrière. En effet, M. de Nançay, étonné de la pantomime par trop expressive de Saint-Luc, commençait à prêter l'oreille, quand un grand bruit, venant de la galerie vitrée, le fit sortir de sa préoccupation. « Ah, mon Dieu !» s'écria M. de Nançay. « Voilà le roi qui querelle quelqu'un, ce me semble. »« Je le crois, en effet, » répliqua Bussy, jouant l'inquiétude. « Serait-ce, par hasard, monsieur le duc d'Anjou, avec lequel je suis venu ?» Le capitaine des gardes assura son épée à son côté et partit dans la direction de la galerie où, en effet, le bruit d'une vive discussion perçait voûtes et murailles. « Dites que je n'ai pas bien fait les choses, » dit Bussy en se retournant vers Saint-Luc. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda celui-ci. « Il y a que monsieur d'Anjou et le roi se déchirent en ce moment, et que, comme ce doit être un superbe spectacle, j'y cours pour n'en rien perdre. Vous, profitez de la bagarre, non pas pour fuir, le roi vous rejoindrait toujours, mais pour mettre en lieu de sûreté ce beau page que je vous donne. Est-ce possible ? Oui, pardieu. Et d'ailleurs, si cela ne l'était pas, il faudrait bien que cela le devînt. Mais, heureusement, j'ai fait le malade. Je garde la chambre. En ce cas, adieu, Saint-Luc. Madame, ne m'oubliez pas dans vos prières. » Et Bussy, tout joyeux d'avoir joué ce mauvais tour à Henri III, sortit de l'antichambre et gagna la galerie où le roi, rouge de colère, soutenait au duc d'Anjou, pâle de rage, que, dans la scène de la nuit précédente, c'était Bussy qui était le provocateur. « Je vous affirme, sire, s'écriait le duc d'Anjou, que d'Épernon, Schomberg, Dau, Maugiron et Caylus l'attendaient à l'hôtel des Tournelles. Qui vous l'a dit ? Je les ai vus moi-même, sire, de mes 2 yeux vus. Dans l'obscurité, n'est-ce pas ? La nuit était noire comme l'intérieur d'un four. Aussi n'est-ce point au visage que je les ai reconnus. À quoi donc ?
Aux épaules? Non, sire, à la voix. Ils vous ont parlé. Ils ont fait mieux que cela. Ils m'ont pris pour Bussy et m'ont chargé. Vous? Oui, moi. Et qu'alliez-vous faire à la porte Saint-Antoine? Que vous importe? Je veux le savoir, moi. Je suis curieux aujourd'hui. J'allais chez Manassès. Chez Manassès? Un juif? Vous allez bien chez Ruggieri, un empoisonneur? Je vais où je veux, je suis le roi. Ce n'est pas répondre, c'est assommer. D'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est Bussy qui a été le provocateur. Bussy? Oui. Où cela? Au bal de Saint-Luc. Bussy a provoqué 5 hommes? Allons donc, Bussy est brave, mais Bussy n'est pas fou. Par la mordieu, je vous dis que j'ai entendu la provocation, moi. D'ailleurs, il en était bien capable, puisque, malgré tout ce que vous dites, il a blessé Schomberg à la cuisse, d'Épernon au bras et presque assommé Caylus. Ah, vraiment? Dit le duc. Il ne m'avait point parlé de cela. Je lui en ferai mon compliment. Moi, dit le roi, je ne complimenterai personne, mais je ferai un exemple de ce batailleur. Et moi, dit le duc, moi que vos amis attaquent, non seulement dans la personne de Bussy, mais encore dans la mienne, je saurai si je suis votre frère, et s'il y a en France, excepté votre majesté, un seul homme qui ait le droit de me regarder en face sans qu'à défaut du respect, la crainte lui fasse baisser les yeux. En ce moment, attiré par les clameurs des 2 frères, parut Bussy, galamment habillé de satin vert tendre avec des nœuds roses. « Sire, dit-il en s'inclinant devant Henri III, daignez agréer mes très humbles respects. »« Pardieu, le voici, dit Henri. »« Votre Majesté, à ce qu'il paraît, me fait l'honneur de s'occuper de moi ?» demanda Bussy. « Oui, répondit le roi, et je suis bien aise de vous voir. Quoi qu'on m'ait dit, votre visage respire la santé. »« Sire, le sang tiré rafraîchit le visage, dit Bussy, et je dois avoir le visage très frais ce soir. Eh bien, puisqu'on vous a battu, puisqu'on vous a meurtri, plaignez-vous, seigneur de Bussy, et je vous ferai justice. »« Permettez, sire, dit Bussy, on ne m'a ni battu, ni meurtri, et je ne me plains pas. » Henri demeura stupéfait et regarda le duc d'Anjou. « Eh bien, que disiez-vous donc ?» demanda-t-il. « Je disais que Bussy a reçu un coup de dague qui lui traverse le flanc. »« Est-ce vrai, Bussy ?» demanda le roi. « Puisque le frère de votre majesté l'assure, dit Bussy, cela doit être vrai. Un premier prince du sang ne saurait mentir. »« Et, ayant un coup d'épée dans le flanc, dit Henri, vous ne vous plaignez pas ? » ?»« Je ne me plaindrais, sire, que si, pour m'empêcher de me venger moi-même, on me coupait la main droite. » Encore, continua l'intraitable duelliste, je me vengerai, je l'espère bien, de la main gauche. Insolent, murmura Henri. Sire, dit le duc d'Anjou, vous avez parlé de justice. Eh bien, faites justice. Nous ne demandons pas mieux. Ordonnez une enquête, nommez des juges, et que l'on sache bien de quel côté venait le guet-apens et qui avait préparé l'assassinat. Henri rougit. Non, dit-il. J'aime mieux encore cette fois ignorer où sont les torts et envelopper tout le monde dans un pardon général. J'aime mieux que ces farouches ennemis fassent la paix, et je suis fâché que Schomberg et d'Épernon se trouvent retenus chez eux par leurs blessures. Voyons, monsieur d'Anjou, quel était le plus enragé de tous mes amis, à votre avis? Dites, cela doit vous être facile, puisque vous prétendez les avoir vus. Sire, dit le duc d'Anjou, c'était Caylus. Ma foi, oui, dit Caylus. Je ne m'en cache pas, et son Altesse a bien vu. Alors, dit Henri, que M. de Bussy et M. de Caylus fassent la paix au nom de tous. Oh oh, dit Caylus, que signifie cela, sire? Cela signifie que je veux qu'on s'embrasse ici, devant moi, à l'instant même. Caylus fronça le sourcil. Et quoi, signor, dit Bussy en se retournant du côté de Caylus et en imitant le geste italien de Pantalone. Ne me ferez-vous point cette favor? La saillie était si inattendue, et Bussy l'avait faite avec tant de verve, que le roi lui-même se mit à rire. Alors,
s'approchant de Kélus. « Allons, mon sou, dit-il, le roi le voue. » Et il lui jeta les 2 bras au cou. « J'espère que cela ne vous engage à rien, » dit tout bas Kélus à Bussy. « Soyez tranquille, » répondit Bussy du même ton. « Nous nous retrouverons un jour ou l'autre. » Kélus, tout rouge et tout défrisé, se recula furieux. Henri fronça le sourcil, et Bussy, toujours pantalonnant, fit une pirouette et sortit de la salle du conseil. 6. Comment se faisait le petit coucher du roi Henri III? Après cette scène commencée en tragédie et terminée en comédie, et dont le bruit, échappé au dehors comme un écho du Louvre, se répandit par la ville, le roi tout courroucé reprit le chemin de son appartement, suivi de Chicot, qui demandait à souper. « Je n'ai pas faim, » dit le roi en franchissant le seuil de sa porte. « C'est possible, » dit Chicot, « mais moi, j'enrage, et je voudrais mordre quelque chose, ne fût-ce qu'un gigot. » Le roi fit comme s'il n'avait pas entendu. Il dégrafa son manteau, qu'il posa sur son lit, ôta son toquet, maintenu sur sa tête par de longues épingles noires, et le jeta sur son fauteuil. Puis, s'avançant vers le couloir qui conduisait à la chambre de Saint-Luc, laquelle n'était séparée de la sienne que par une simple muraille, « Attends-moi ici, bouffon, dit-il. Je reviens. »« Oh, ne te presse pas, mon fils, dit Chicot. Ne te presse pas. Je désire même, continua-t-il en écoutant le pas de Henri qui s'éloignait, que tu me laisses le temps de te ménager une petite surprise. » Puis, lorsque le bruit des pas se fut tout à fait éteint, « Holà !» dit-il en ouvrant la porte de l'antichambre. Un valet accourut. « Le roi a changé d'avis, dit-il. Il veut un joli souper fin, pour lui et Saint-Luc. Surtout, il a recommandé le vin. Allez, laquais. » Le valet tourna sur ses talons et courut exécuter les ordres de Chicot, qu'il ne doutait pas être les ordres du roi. Quant à Henri, il était passé, comme nous l'avons dit, dans l'appartement de Saint-Luc, lequel, prévenu de la visite de Sa Majesté, s'était couché et se faisait lire des prières par un vieux serviteur qui, l'ayant suivi au Louvre, avait été fait prisonnier avec lui. Sur un fauteuil doré, dans un coin, la tête entre ses 2 mains, dormait profondément le page qu'avait amené Bussy. Le roi embrassa toutes ces choses d'un coup d'œil. « Qu'est-ce que ce jeune homme » demanda-t-il à Saint-Luc avec inquiétude. « Votre Majesté, en me retenant ici, ne m'a-t-elle pas autorisé à faire venir un page ?»« Oui, sans doute, » répondit Henri III. « Eh bien, j'ai profité de la permission, sire. »« Ah, ah ! Sa Majesté se repent-elle de m'avoir accordé cette distraction ?» demanda Saint-Luc. « Non pas, mon fils, non pas. Distrais-toi, au contraire. Eh bien, comment vas-tu ?»« Sire, dit Saint-Luc, j'ai une grande fièvre. »« En effet, dit le roi, tu as le visage empourpré, mon enfant. Voyons le pouls. Tu sais que je suis un peu médecin. » Saint-Luc tendit la main avec un mouvement visible de mauvaise humeur. « Oui, dit le roi, plein intermittent, agité. »« Oh, sire, dit Saint-Luc, c'est qu'en vérité, je suis bien malade. »« Sois tranquille, dit Henri, je te ferai soigner par mon propre médecin. »« Merci, sire. Je déteste Miron. Je te garderai moi-même. Sire, je ne souffrirai pas. Je vais faire dresser un lit pour moi dans ta chambre. Saint-Luc, nous causerons toute la nuit. J'ai 1000 choses à te raconter. »« Ah » s'écria Saint-Luc désespéré. « Vous vous dites médecin, vous vous dites mon ami, et vous voulez m'empêcher de dormir. Morbleu, docteur, vous avez une drôle de manière de traiter vos malades. Morbleu, sire, vous avez une singulière façon d'aimer vos amis. Eh quoi, tu veux rester seul, souffrant comme tu es ? Sire, j'ai mon page Jean. Mais il dort. C'est comme cela que j'aime les gens qui me veillent. Au moins, il ne m'empêche point de dormir moi-même. Laisse-moi au moins te veiller avec lui. Je ne te parlerai que si tu te réveilles. Sire, j'ai le réveil très maussade. Et il faut être bien habitué à moi pour me pardonner toutes les sottises que je dis avant d'être bien éveillé. Au moins,
viens assister à mon coucher. Et je serai libre, après, de revenir me mettre au lit. Parfaitement libre. Eh bien, soit. Mais je ferai un triste courtisan, je vous en réponds. Je tombe de sommeil. Tu bailleras tout à ton aise. Quelle tyrannie, dit Saint-Luc, quand vous avez tous vos autres amis. Ah oui, ils sont dans un bel état, et Bussy me les a bien accommodés. Schomberg a la cuisse crevée, D'épernon a le poignet tailladé comme une manche à l'espagnol, Caylus est encore tout étourdi de son coup de poing d'hier et de son embrassade d'aujourd'hui. Reste Do, qui m'ennuie à mourir, et Maugiron qui me boude. Allons, réveille ce grand bélitre de page et fais-toi passer une robe de chambre. Sire, si votre majesté veut me laisser, pourquoi faire? Le respect. Allons donc. Sire, dans 5 minutes, je serai chez votre majesté. Dans 5 minutes, soit. Mais pas plus de 5 minutes, entends-tu? Et pendant ces 5 minutes, trouve-moi de bons comptes, Saint-Luc, que nous tâchions de rire un peu. Et là-dessus, le roi, qui avait obtenu la moitié de ce qu'il voulait, sortit, à moitié content. La porte ne se fut pas plutôt refermée derrière lui que le page se réveilla en sursaut et d'un bond fut à la portière. « Ah, Saint-Luc, dit-il quand le bruit des pas se fut perdu, vous allez encore me quitter. Mon Dieu, quel supplice! Je meurs d'effroi ici. Si l'on allait découvrir... » « Ma chère Jeanne, dit Saint-Luc, Gaspard que voilà ici, et il lui montrait le vieux serviteur, vous défendra contre toute indiscrétion. Alors, autant vaut que je m'en aille, dit la jeune femme en rougissant. Si vous l'exigez absolument, Jeanne, dit Saint-Luc d'un ton attristé, je vous ferai reconduire à l'hôtel Montmorency, car la consigne n'est que pour moi. Mais si vous étiez aussi bonne que belle, si vous aviez dans le cœur quelque sentiment pour le pauvre Saint-Luc, vous l'attendriez quelques instants. Je vais tant souffrir de la tête, des nerfs et des entrailles, que le roi ne voudra pas d'un si triste compagnon et me renverra coucher. Jeanne baissa les yeux. « Allez donc, dit-elle, j'attendrai. Mais je vous dirai comme le roi, ne soyez pas longtemps. »« Jeanne, ma chère Jeanne, vous êtes adorable, » dit Saint-Luc. « Rapportez-vous-en à moi de revenir le plus tôt possible près de vous. D'ailleurs, il me vient une idée. Je vais la mûrir un peu et, à mon retour, je vous en ferai part. »« Une idée qui vous rendra la liberté ? » ?»« Je l'espère. »« Alors, allez. »« Gaspard, » dit Saint-Luc, « empêchez bien que personne n'entre ici. Puis, dans un quart d'heure, fermez la porte à clé. Apportez-moi cette clé chez le roi. Allez dire à l'hôtel qu'on ne soit point inquiet de madame la comtesse et ne revenez que demain. » Gaspard promit en souriant d'exécuter les ordres que la jeune femme écoutait en rougissant. Saint-Luc prit la main de sa femme, la baisa tendrement et courut à la chambre de Henri qui déjà s'impatientait. Jeanne, toute seule et toute frémissante, se blottit dans l'ample rideau qui tombait des tringles du lit et, là, rêveuse, inquiète, courroucée, elle chercha de son côté, en jouant avec une sarbacane, un moyen de sortir victorieuse de l'étrange position où elle se trouvait. Quand Saint-Luc entra chez le roi, il fut saisi du parfum âpre et voluptueux qu'exhalait la chambre royale. Les pieds de Henri foulaient, en effet, une jonchée de fleurs dont on avait coupé les tiges, de peur qu'elles n'offensassent la peau délicate de sa majesté. Roses, jasmin, violettes, giroflées, malgré la rigueur de la saison, formaient un moelleux et odorant tapis au roi Henri III. La chambre, dont le plafond avait été abaissé et décoré de belles peintures sur toile, était meublée, comme nous l'avons dit, de 2 lits, d'un desquels était si large que, quoique son chevet fût appuyé au mur, il tenait près du tiers de la chambre. Ce lit était d'une tapisserie d'or et de soie à personnages mythologiques, représentant l'histoire de Cenée ou de Cenis, tantôt homme et tantôt femme, laquelle métamorphose ne s'opérait pas, comme on peut le présumer, sans les plus fantasques efforts de l'imagination du peintre. Le ciel du lit était de toile d'argent lamée d'or et de figures de soie, et les armes royales richement brodées étaient appliquées à la portion du baldaquin
qui, appliqués à la muraille, formaient le chevet du lit. Il y avait aux fenêtres même tapisserie qu'au lit, et les canapés et les fauteuils étaient formés de même étoffe que celle du lit et des fenêtres. Au milieu du plafond, une chaîne d'or laissait pendre une lampe de vermeil dans laquelle brûlait une huile qui répandait, en se consumant, un parfum exquis. À la droite du lit, un satyre d'or tenait à la main un candélabre où brûlaient 4 bougies roses parfumées aussi. Ces bougies, grosses comme des cierges, jetaient une lumière qui, jointe à celle de la lampe, éclairait suffisamment la chambre. Le roi, les pieds nus posés sur les fleurs qui jonchaient le parquet, était assis sur sa chaise d'ébène incrustée d'or. Il avait sur les genoux 7 ou 8 petits chiens épagnols tout jeunes, et dont les frais museaux chatouillaient doucement ses mains. 2 serviteurs triaient et frisaient ses cheveux retroussés comme ceux d'une femme. Sa moustache accrochait et sa barbe rare et floconneuse. Un 3e enduisait le visage du prince d'une couche onctueuse de crème rosée d'un goût tout particulier et d'odeurs des plus appétissantes. Henri fermait les yeux et se laissait faire avec la majesté et le sérieux d'un dieu indien. « Saint-Luc, disait-il, où est Saint-Luc » Saint-Luc entra. Chicot le prit par la main et l'amena devant le roi. « Tiens, dit-il à Henri, le voici, ton ami Saint-Luc. Ordonne-lui de se débarbouiller, ou plutôt de se barbouiller aussi, avec de la crème. Car si tu ne prends cette indispensable précaution, il arrivera une chose fâcheuse. Ou lui sentira mauvais pour toi, qui sent si bon, ou toi tu sentiras trop bon pour lui, qui ne sentira rien. Ça, les graisses et les peignes, ajouta Chicot en s'étendant sur un grand fauteuil en face du roi. J'en veux tâter aussi, moi. Chicot, Chicot, s'écria Henri, votre peau est trop sèche et absorberait une trop grande quantité de crème. À peine y en a-t-il assez pour moi, et votre poil est si dur qu'il casserait mes peignes. Ma peau s'est séchée à tenir la campagne pour toi, prince ingrat, et si mon poil est si dur, c'est que les contrariétés que tu me donnes le tiennent continuellement hérissé. Mais si tu me refuses la crème pour mes joues, c'est-à-dire pour mon extérieur, c'est bon, mon fils, je ne te dis que cela. Henri haussa les épaules en homme peu disposé à s'amuser des facéties de son bouffon. Laissez-moi, dit-il, vous radoter. Puis, se retournant vers Saint-Luc, eh bien, mon fils, dit-il, ce mal de tête? Saint-Luc porta la main à son front et poussa un gémissement. Figure-toi, continua Henri, que j'ai vu Bussy d'Amboise. Aïe, monsieur, dit-il au coiffeur, vous me brûlez. Le coiffeur s'agenouilla. Vous avez vu Bussy d'Amboise, sire? Dit Saint-Luc, tout frissonnant. Oui, répondit le roi. Comprends-tu ces imbéciles qui l'ont attaqué à 5 et qui l'ont manqué? Je les ferai rouer. Si tu avais été là, dis donc, Saint-Luc. Sire, répondit le jeune homme, il est probable que je n'eusse pas été plus heureux que mes compagnons. Allons donc, que dis-tu? Je gage 1000 écus d'or que tu touches 10 fois Bussy. Contre Bussy, 6. Pardieu, il faudra que demain nous voyions cela. Tires-tu toujours, mon enfant? Mais oui, sire. Je demande si tu t'exerces souvent. Presque tous les jours, quand je me porte bien. Mais quand je suis malade, sire, je ne suis bonne à rien, absolument. Combien de fois me touchais-tu? Nous faisions jeu égal, à peu près, sire. Oui, mais je tire mieux que Bussy. Par là, mordieu. Monsieur, dit Henri à son barbier, vous m'arrachez la moustache. Le barbier s'agenouilla. Sire, dit Saint-Luc, indiquez-moi un remède pour le mal de cœur. Il faut manger, dit le roi. Oh, sire, je crois que vous vous trompez. Non, je t'assure. Tu as raison, Valois, dit Chicot, et comme j'ai grand mal de cœur ou d'estomac, je ne sais pas bien lequel, je suis l'ordonnance. Et l'on entendit un bruit singulier pareil à celui qui résulte du mouvement très multiplié des mâchoires d'un singe. Le roi se retourna et vit Chicot qui, après avoir englouti à lui tout seul le double souper qu'il avait fait monter au nom du roi, faisait jouer bruyamment ses mandibules,
tout en dégustant le contenu d'une tasse de porcelaine du Japon. « Eh bien, dit Henri, que diable faites-vous là, monsieur Chicot ?»« Je prends ma crème à l'intérieur, dit Chicot, puisqu'extérieurement, elle m'est défendue. »« Ah, traître !» s'écria le roi en faisant un demi-tour de tête si malencontreux que le doigt pâteux du valet de chambre emplit de crème la bouche du roi. « Mange, mon fils, dit gravement Chicot. Je ne suis pas si tyrannique que toi. Intérieur ou extérieur, je te les permets toutes deux. »« Monsieur, vous m'étouffez, dit Henri au valet de chambre. Le valet de chambre s'agenouilla, comme avaient fait le coiffeur et le barbier. « Qu'on aille me chercher mon capitaine des gardes, s'écria Henri. Qu'on me l'aille chercher à l'instant même. Et pourquoi faire, ton capitaine des gardes demanda Chicot, passant son doigt dans l'intérieur de la tasse de porcelaine et faisant glisser ensuite son doigt entre ses lèvres. Pour qu'il passe son épée en travers du corps de Chicot, et que, si maigre qu'il puisse être, il en fasse un rôti à mes chiens. Chicot se redressa, et, se coiffant de travers, « Par là, mordieu, dit-il, du Chicot à tes chiens, du gentilhomme à tes quadrupèdes, eh bien, qu'il y vienne, mon fils, ton capitaine des gardes, et nous verrons. » Et Chicot tira sa longue épée, dont il s'escrima si plaisamment contre le coiffeur, contre le barbier, contre le valet de chambre, que le roi ne put s'empêcher de rire. « Mais j'ai faim, dit le roi d'une voix dolente, et le coquin a mangé à lui seul tout le souper. « Tu es un capricieux, Henri, dit Chicot. Je t'ai offert de te mettre à table, et tu as refusé. En tout cas, il reste ton bouillon. Moi, je n'ai plus faim, et je vais me coucher. » Pendant ce temps, le vieux Gaspard était venu apporter la clé à son maître. « Moi aussi, dit Saint-Luc, car je manquerais, si je restais plus longtemps debout, de respect à mon roi, en tombant devant lui dans des attaques nerveuses. J'ai le frisson. »« Tiens, Saint-Luc, dit le roi en tendant au jeune homme une poignée de petits chiens. Emporte, emporte. »« Pourquoi faire ?» demanda Saint-Luc. « Pour les faire coucher avec toi. Ils prendront ton mal, et tu ne l'auras plus. »« Merci, sire, dit Saint-Luc en remettant les chiens dans leur corbeille. Je n'ai pas de confiance dans votre recette. »« Je t'irai voir cette nuit, Saint-Luc, dit le roi. »« Oh, ne venez pas, sire, je vous en supplie, dit Saint-Luc. Vous me réveilleriez en sursaut, et l'on dit que cela rend épileptique. » Et sur ce, ayant salué le roi, il sortit de la chambre, poursuivi par les signes d'amitié que lui prodigua Henri tant qu'il put le voir. Chicot avait déjà disparu. Les 2 ou 3 personnes qui avaient assisté au coucher sortirent à leur tour. Il ne resta près du roi que les valets, qui lui couvrirent le visage d'un masque de toile fine enduite de graisse parfumée. Des trous pour le nez, pour les yeux et pour la bouche étaient ménagés dans ce masque. Un bonnet d'une étoffe de soie et d'argent le fixait sur le front et aux oreilles. Puis on passa les bras du roi dans une brassière de satin rose, bien douillettement doublée de soie fine et de ouate. Puis on lui présenta des gants d'une peau si souple qu'on eût dit qu'ils étaient de tricot. Ces gants montaient jusqu'au coude, et ils étaient oints intérieurement d'une huile parfumée qui leur donnait cette élasticité dont, à l'extérieur, on cherchait inutilement la cause. Ces mystères de la toilette royale achevés, on fit boire à Henri son consommé dans une tasse d'or. Mais, avant de le porter à ses lèvres, il en versa la moitié dans une autre tasse toute pareille à la sienne et ordonna qu'on envoyât cette moitié à Saint-Luc, en lui souhaitant une bonne nuit. Ce fut alors le tour de Dieu, qui, ce soir-là, sans doute à cause de la grande préoccupation du roi, fut traité assez légèrement. Henri ne fit qu'une seule prière, sans même toucher à ses chapelets bénis. Et faisant ouvrir son lit bassiné avec de la coriandre, du benjoin et de la cannelle, il se coucha. Puis, une fois accommodé sur ses nombreux oreillers, Henri ordonna que l'on enlevât la jonchée de fleurs qui commençait à épaissir l'air de la chambre. On ouvrit pendant quelques secondes les fenêtres pour renouveler cet air trop chargé de carbone. Après quoi, un grand feu de sarment brûla dans la cheminée de marbre et, rapide comme un météore,
ne s'éteignit néanmoins qu'après avoir répandu sa douce chaleur dans tout l'appartement. Alors le valet ferma tout, rideaux et portières, et fit entrer le grand chien favori du roi, qui s'appelait Narcisse. D'un bond, il sauta sur le lit du roi, trépigna, tourna un instant, puis il se coucha en s'allongeant en travers sur les pieds de son maître. Enfin, on souffla les bougies roses qui brûlaient aux mains du satyre d'or, on baissa la lumière de la veilleuse en y substituant une mèche moins forte, et le valet chargé de ces derniers détails sortit à son tour sur la pointe du pied. Déjà plus tranquille, plus nonchalant, plus oublieux de ces moines oisifs de son royaume enfouis dans leurs grasses abbayes, le roi de France ne se donnait plus la peine de songer qu'il y eût une France. Il dormait. Une demi-heure après, les gens qui veillaient dans les galeries et qui, de leurs différents postes, pouvaient distinguer les fenêtres de la chambre de Henri, virent à travers les rideaux s'éteindre tout à fait la lampe royale, et les rayons argentés de la lune remplacer sur les vitres la douce lumière rose qui les colorait. Ils pensèrent en conséquence que Sa Majesté dormait de mieux en mieux. En ce moment, tous les bruits du dedans et du dehors s'étaient éteints, et l'on eût entendu la chauve-souris la plus silencieuse voler dans les sombres corridors du Louvre.